Ben, merci. Il est 13h45. Je vais donner la parole à Jérôme. Oui, donc on va voir avec Florian Zorès, qui est cardiologue à Strasbourg, les limitations de l'épargne apicale en échographie. Euh, Vas-y, Florian. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Alors, je vous mets le début du diaporama, c'est quand même mieux. Euh, donc, je vais parler d'échographie. Alors, il y a aussi un peu d'IA. Donc, je savais que, comme Benoît était là, je ne pouvais pas ne pas mettre un peu d'IA dans l'étude. Donc, c'est un papier alors, que je trouve intéressant, puisque moi, je suis quand même cardiologue libéral. Donc, je vois les patients pour le diagnostic. Après, c'est plus moi qui m'en occupe. Et donc, la question était de savoir si le fameux aspect d'épargne apicale qu'on a tous appris pour le diagnostic d'amylose est aussi pertinent pour le diagnostic on peut le penser. Alors, c'est une étude qui a été faite sur 4 pays, les États-Unis, le Japon, l'Argentine et le Brésil. C'est évidemment une étude rétrospective, hein. Ils ont repris les données de patients avec un diagnostic d'amylose au cours des 20 dernières années. Donc, c'est déjà une des limites de l'étude, hein. C'est-à-dire qu'on couvre 20 ans d'amylose. Donc, c'est les patients diagnostiqués avec une amylose ATTR en 2001, c'est plus les mêmes qu'en 2023. Bon. Ils ont également pris une cohorte de patients contrôle qui avaient une suspicion d'amylose, notamment parce qu'il y a épargne apicale, etc., mais chez qui le processus diagnostique, scintille osseuse, IRM, éventuellement biopsie, etc., n'a finalement pas confirmé le diagnostic. Et il y a un troisième groupe de patients qui sont des patients a priori complètement sains, qui sont issus d'une autre cohorte, d'une autre étude sur les variables échographiques normales, et qui sont appariés pour la distribution ethnique, le sexe et l'âge, pour avoir finalement trois groupes, des patients avec amylose, des patients avec cardiopathie, ou anomalie du strain en tout cas, et des patients totalement sains. Et ils ont pris l'ensemble de ces données échographiques et ça a été analysé par un laboratoire d'échographie centrale à Chicago, où ils ont fait mouliner toutes ces images par un modèle d'intelligence artificielle qui faisait l'ensemble des calculs pour image par image, l'ensemble des calculs de dimension, de fonction, de strain, etc. Et après, un des auteurs de l'étude a choisi pour chacune des variables d'intérêt quelle image était la plus cohérente et la plus juste au plan clinique pour choisir le chiffre. Donc, il y a une part du travail qui a été fait par un outil d'IA dont on ne connaît pas trop la validité au plan médical et scientifique, mais le dernier mot revenait quand même à l'être humain, en tout cas pour l'instant. Donc, la population, bon, bah, est celle que vous voyez. Donc, évidemment, les patients de la cohorte amylose cardiaque étaient globalement les mêmes que les patients contrôle pour ce qui est des données démographiques. Mais évidemment, dans les données cliniques, il y avait quelques petites choses qui changeaient, avec notamment bah, plus fréquemment des immunoglobulines circulantes. Et il faut noter que, puisque c'est quelque chose qui avait été décrit, alors d'une part d'ailleurs par Thibault, hein, il y a une association entre amylose à transthyrétine et rétrécissement aortique. Et donc, il y avait quelques patients qui avaient également un rétrécissement aortique. Et ce rétrécissement aortique peut aussi donner des aspects d'épargne apicale. Donc, ils ont été gardés dans l'analyse Princeps. Ils ont fait une deuxième analyse en les enlevant. Et bon, ça ne change pas du tout le résultat de l'étude. Donc, ça n'apporte pas grand-chose d'en parler plus que ça. Donc, les paramètres échographiques, eh ben, évidemment, chez les patients contrôle, la fraction d'éjection était meilleure que chez les patients avec une amylose cardiaque. Les patients avec une amylose cardiaque avaient une fonction diastolique qui était moins bonne. Le paramètre de réservoir atrial était également moins bon dans le groupe amylose cardiaque, ce qui est assez attendu. Pour ce qui est du strain, le strain des patients avec amylose cardiaque était également moins bon que chez les patients avec contrôle. Alors, ce n'est pas les contrôles sains, là, quand on met contrôle, c'est les patients qui ont une anomalie, mais sans confirmation d'amylose derrière. Euh, le strain apical était meilleur, peut sembler étrange au premier abord, dans le groupe amylose, mais le strain non apical était moins bon dans le groupe amylose. Ce qui fait que l'épargne apicale était plus importante
dans le groupe amylose, parce que vous avez un meilleur strain apical et un moins bon strain basal. Donc le rapport entre les deux était plus élevé dans le groupe amylose que dans le groupe contrôle. Et il n'y avait pas de différence par ailleurs sur d'autres paramètres, hein. Enfin, notamment entre les deux types d'amylose, AL et ATTR. Donc, après, la question de l'article était de savoir, est-ce que, compte tenu de cette épargne apicale, est-ce qu'on peut trouver un rapport limite qui permettrait de dire de manière satisfaisante que le patient qu'on a devant nous en échographie qui a une épargne apicale a à coup sûr ou de manière assez certaine une atteinte de type amylose. Alors, en fait, la réponse est non, c'est-à-dire qu'on n'a pas de rapport clair qui permette de faire la différence. En tout cas, il n'y a pas de rapport qui, à 100%, permet de faire la différence entre amylose et atteinte cardiaque d'une autre origine. Et même si on veut discriminer les patients avec atteinte cardiaque, quel que soit le type, et sujet sain, il faut arriver à des rapports très très importants avec des vraies épargnes apicales pour qu'on arrive à dire qu'à 100% que le patient, a priori, n'a pas d'atteinte cardiaque. Et l'atteinte aortique, en poids, j'en ai parlé avant, ne rentre pas en compte. Et ils ont fait une autre étude aussi, une autre sous-étude, en analyse, pardon, en éliminant les patients avec une maladie coronaire documentée. Et le fait de mettre ou pas la maladie coronaire dans cette affaire ne change pas le caractère non discriminant. Donc, ils ont fait des coups au roc et là, on est beaucoup moins bon qu'une analyse IAP d'un ECG. C'est-à-dire que si on regarde euh, le volume télédiastolique du ventricule gauche, l'épaisseur pariétale ou l'épargne apicale, on a des valeurs de courbe Rock qui sont pas exceptionnelles. Euh, Si on prend les trois paramètres-là et qui sont tous normaux, là, on a des paramètres qui sont un peu meilleurs en termes de sensibilité. C'est-à-dire que si vraiment tout est normal, on peut a priori exclure le fait qu'il y ait une atteinte de type amylose. Donc, qu'il y ait à la fois pas d'augmentation de l'épaisseur pariétale, pas d'épargne apicale et pas de dilatation ventricule gauche. S'il y a au moins un de ces trois qui est anormal, on perd beaucoup en valeur de paramètres. Donc, l'étude montre de manière assez claire que l'épargne apicale n'est pas un bon élément pour identifier une amylose. Enfin, il ne faut pas se fier à ce paramètre-là pour dire c'est une amylose ou c'est pas une amylose. Peut-être que si on prend l'association épargne apicale, dilatation du ventricule gauche et augmentation de l'épaisseur pariétale, et si vraiment ces trois paramètres-là sont normaux, bon, a priori c'est bon. Il n'y a pas besoin de se dépêcher de faire quelque chose et de suspecter une amylose. Donc, voilà. La clinique, l'analyse ECG peut-être avec l'IA, les red flags habituels sont des choses qui sont importantes, mais l'épargne apicale n'est pas en soi seul un élément important pour le diagnostic d'amylose. Voilà, ça nous laisse le temps pour les questions. Super, merci beaucoup Florian. Vu qu'il n'y a pas de questions dans le chat, je vais me permettre de... déjà une petite question, c'est quel était le diagnostic final pour les contrôles pathologiques? Je ne sais pas si Alors, on tu as n'a cette pas le idée. diagnostic final, on ne sait pas. D'accord. Il y a probablement, vu qu'il parle à un moment parce qu'il parle dans le papier que ils ont après éliminé les atteintes coronaires, etc. Mais on ne sait pas combien de patients ça représente. On manque de description un peu précise de la population. Donc, j'ai pas le diagnostic final de ces patients-là. On ne sait pas. Alors, il y a quelques rétrécissements aortiques, il y a probablement des coronariens. Est-ce qu'il y a des sarcomériques, je sais pas. On n'a pas le. On n'a pas le détail, ouais. Alors après, j'ai vu que l'HVG chez les contrôles pathologiques n'était pas non plus incroyable, hein. Je crois que c'était 11 millimètres ou quelque chose Attends, comme ça. Euh, contrôle pathologique, je sais plus si c'était. Je sais pas s'il a été mise là, mais sinon je l'ai peut-être. Parce que je ne vous ai pas mis, hein. Non, non, c'est pas grave, c'est pas Il y a un grave. énorme tableau dans le papier, hein, avec évidemment où il y a des différences toujours significatives entre le sujet sain et les sujets pas sains. Mais effectivement, attends, je l'ai. C'était 11 millimètres, oui. Donc Ouais. pour les patients non amylose, 11,8. Ouais, alors après, c'est vrai que Et après, c'est 13,2 pour les amyloses. Toi, c'est pas non plus. c'est pas énorme non plus, ouais. C'est vrai que l'épargne apicale, ça fait un moment qu'on en parle en disant c'est pas si sensible ni spécifique que ça.
Mais je me permets une réflexion personnelle, c'est que en éco, c'est toujours ça, hein, c'est toujours, Ouais. enfin, on prend pas un critère au milieu isolé de tout. C'est la même chose qu'on disait pour la pizza, en fait. On peut pas Ouais. juste faire une pizza et dire, se baser que sur ça en faisant abstraction de tout le reste de l'échographie. C'est comme si on prenait le canal carpien et qu'on disait, ah, bah, c'est pas si génial que ça, finalement, le canal carpien. Bah, oui, un signe isolé au milieu, c'est Ah, pas. c'est pour ça que ils ouvrent quand même sur la fin du papier en disant, bah, écoute, quand on regarde quand même trois paramètres qui sont assez, alors qui sont par ailleurs faciles à prendre, à relever, hein, tu vois, l'épaisseur pariétale, la dilatation, le strain. Alors, en plus, il y a un biais, hein, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé tous les patients chez qui les images n'étaient pas très fiables. En Mais pratique, j'allais dire, la euh, première chose, c'est la qualité de l'image aussi, hein. Hmm. en pratique clinique quotidienne, il y a quand même des gens, enfin, en Alsace en plus, on a des morphotypes qui ne sont pas toujours très simples. Et faire du strain, c'est parfois compliqué. Donc, Et l'APEC, c'est quand même pas toujours, hein, ouais, parfois on raccourcit, on replie ouais, l'image. C'est vraiment ouais, clairement avoir des belles images comme on nous montre dans les livres. Chez des patients parfois typiques d'amyloïdose, on n'a pas toujours l'image parfaite. Ça peut être, ouais, mais c'est pas, c'est ça, ça a ouais. ses limites aussi. Je suis tout à fait Après, d'accord. j'ai vu qu'ils utilisaient plusieurs marques d'appareils déco aussi. Ça peut peut-être. Ouais, bah, puisque c'est une étude, je pense qu'ils ont décidé de faire l'étude entre potes, entre guillemets. Donc, c'est pas, tu vois, ce qu'ils ont pris leurs données rétrospectives sur 20 ans, et puis de toute façon, bah, en 20 ans, les échographes ont changé. Donc, Hmm. ah, donc Et puis, il oui, y a de la t'as différence une entre inno- marques, quoi. Pardon? Non, je disais, il y a de la différence entre marques. C'est-à-dire, Ouais, même si tu prends le même patient, entre Philips et ouais, GE, bien c'est sûr. pas les mêmes valeurs. Donc, Ils c'est ont vrai. changé d'échographe, ils ont changé de modèle de marque, d'échographiste aussi par la force des choses. Donc même si tu as une relecture IA et centralisée, ben, la façon dont ça a été acquis, etc., ça va jouer, hein. Donc, il y Hmm. a, c'est pas non plus c'est pas une étude en vie réelle strictement, puisque déjà tu élimines tous ceux chez qui tu n'as pas des bonnes images. Bon, voilà, mais disons que c'est un argument de plus, c'est pas le seul papier. Il y a eu un papier un peu avant sur le même sujet que j'aurais pu reciter, mais enfin, qui retrouvait un peu les mêmes remarques. C'est-à-dire que on nous a longtemps dit s'il y a une épargne apicale, c'est une amylose, il faut vite l'envoyer. Bon, on va tirer le frein, stopper le train et réfléchir un peu quand même. La limite principale qu'il y avait jusque-là, c'était aussi les rétrécissements aortiques. C'est-à-dire, il y avait la Ouais, cohabitation des deux. Et bon, dans ce cas-là, l'épargne apicale pouvait être pris en défaut, quoi. Enfin, être ouais, surdiagnostiqué ouais, ouais. Ou alors ils avaient aussi une amylose. Mais... Oui, oui. Mais même dans les sténoses serrées sans amylose, il y avait 30% qui avaient une épargne apicale. Donc, bon, Ouais, mais là, tu as 15, je crois 15% hein, dans le groupe contrôle, donc tu vois, c'est. hum, hum. C'est cohérent. Ouais. Mais comme tu disais, Jérôme, c'est un ensemble de choses en général, hein, qui va nous attirer l'attention. C'est pas que le canal carpien ou que Ouais, l'apical sparing. Ou on va... ouais, Je ne sais pas si exactement. Ouais. l'AI actuellement est capable de réfléchir. Enfin oui, elle le sera sans doute à terme et peut-être plus rapidement que ce que je pense, mais il faut pouvoir mettre tous ces paramètres-là ensemble. C'était la conclusion du premier article aussi, où il disait, ben oui, il n'y a pas les BNP dans le score, il n'y a pas... Ouais, bien Il y a sûr. l'intégration, enfin on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que d'une part, il faut intégrer plusieurs données d'échographie, enfin échographiques, et qu'il n'y a pas enfin c'est comme les pressions de remplissage, je veux dire, ton E sur E', Exactement. ça fait longtemps qu'on en est revenu comme argument ultime. Et puis deux, il faut intégrer plusieurs paramètres du patient et la dimension biologique, clinique, etc. Donc ouais, je pense qu'on est encore loin de voir, ça n'arrivera jamais ou rarement qu'il y ait un élément qui permettent de poser le diagnostic derrière, quoi. On va être obligé d'examiner nos patients quand même. Ne dis pas C'est ça. vrai. Euh, Parce que tu fais de l'IRM, c'est pour ça. Mais... Bon, ben merci beaucoup pour ces présentations de qualité. Il est 13h59, donc on est pile dans les temps. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer là la session. Vraiment de super présentations. Merci beaucoup. Merci pour la modération aussi. Et puis, donc, la prochaine session, c'est dans 15 jours avec une session qui est axée rein et amylose. Donc, j'espère que vous serez nombreux pour cette prochaine session. Merci Bye beaucoup. bye, bon Merci après-midi. beaucoup.